2019 aura été pour le jeu vidéo une année carrément médiocre. Pour la première fois de ma vie, j'ai plus vu de films que ce que j'ai acheté de jeux, et pourtant je suis loin d'être un mordu de cinéma. Quentin Tarantino aurait dit un jour, il y a deux types de cinéphiles, ceux qui aiment les films et ceux qui aiment les films qu'ils aiment. Je fais indubitablement partie de cette deuxième catégorie. Ma culture cinématographique est imparfaite et je doute que vous découvriez dans cette vidéo une perle rare qui aurait échappé à votre radar, mais pour les casus du grand écran comme moi, sait-on jamais. Si pour une raison ou une autre vous pensez que mon classement est mauvais, n'hésitez pas à réaliser votre propre top 10 et à le publier sur YouTube. Sortez le popcorn, chaussez vos lunettes 3D et mettez vos pieds sur la personne d'en dessous, c'est parti. Klaus fait partie de ces dessins animés qui vous quittent en laissant sur votre visage un grand sourire niais. C'est un film enfantin, naïf, voire presque un peu bête parfois, mais c'est aussi un grand bol d'air frais pour votre âme d'adulte irascible et grincheux. L'histoire se passe sur une île de l'océan Arctique et suit le jeune Jesper, un NEET qui préfère se la couler douce plutôt que d'apprendre le métier de postier. Sous la menace du déshéritement, il est contraint par son père à se rendre dans le village reculé de Smeerensberg pour y établir un bureau de poste et y traiter 6000 lettres par an. Le tout sans leur mettre de coups de pied, t'entends ça Colissimo ? Il rencontre sur son chemin le géant barbu Klaus, dont je ne spoilerai pas la véritable identité, qui va l'aider à accomplir cette tâche titanesque dans un village où les deux clans se haïssent de génération en génération sans que personne ne se rappelle pourquoi. Avec son credo « un acte vraiment désintéressé en appelle toujours un autre », Klaus veut planter dans votre cœur une petite graine d'espoir et vous encourage à aller arroser celle des autres. Superbement animé, drôle, chaleureux, c'est un film que je montrerai un jour à mes enfants. Quand ils arrêteront de finir dans du PQ. Je n'ai pas vu Avengers Endgame, je n'ai pas non plus vu l'ère d'Ultron, Civil War, ni même Justice League. Par contre, je suis allé voir Spider-Man Far From Home, et je me suis ma foi bien amusé. C'est un film de super-héros, donc évidemment très popcorn, mais néanmoins assez unique pour se démarquer de ce que j'ai vu du MCU. Far From Home est une ode à la jeunesse et à l'aventure, c'est exactement comme ça que je m'imagine un voyage scolaire avec Spider-Man. Ça touche à des thèmes de l'adolescence pas inintéressants, l'affirmation en tant qu'individu, notre place au sein du groupe, les incertitudes quant à l'avenir, le biactol. Après la victoire des Avengers sur Thanos, Peter Parker doit endosser ses responsabilités en tant que super-héros et Nick Fury cherche à le rencontrer pour l'aider à réaliser son destin. Mais la jeune araignée ne l'entend pas de cette oreille et se voyait bien profiter de l'opportunité de son séjour en Europe pour se rapprocher de MJ. On a enfin droit à un film avec Mysterio, le maître des illusions, campé par un Jake Gyllenhaal parfaitement à sa place. Tom Holland a dignement repris le flambeau laissé par Tobey Maguire et s'impose officiellement comme la nouvelle araignée sympa du quartier. Même si vous vous foutez de Far From Home, ne ratez sous aucun prétexte l'incontournable Into the Spider-Verse qui est tout bonnement un chef-d'œuvre. Ne vous faites pas bananer par Midsommar. Même s'il a en apparence tout d'un conte de fées avec son cadre pastoral et ses musiques enchanteresses, il n'en est rien. Après une scène d'introduction bien traumatisante, la jeune Dani se greffe au groupe d'amis de son petit copain Christian pour partir en voyage en Suède à l'occasion d'un festival estival. Festival estival. Ces jeunes hommes ne se rendent pas là-bas pour culbuter des blondes à couettes, mais bien pour travailler sur leur thèse et découvrir la culture locale. Pour le travail. Ari Aster, qui a également réalisé Hereditary, traite ici des thèmes du couple et de la rupture. Il montre comment une relation peut se dégrader à un point où l'on devient indifférent, voire même hostile à l'égard de son partenaire que l'on a pourtant autrefois tendrement aimé. De mon côté, j'ai plutôt compris Midsommar comme une critique des coutumes au nom de la simple habitude. Perpétuer une tradition depuis des siècles ne signifie pas qu'elle soit désirable pour autant. Mention spéciale à la scène de boule vers la fin du film pendant laquelle toute la salle s'est mise à pleurer de rire. C'était... je sais pas. Bref, pour vos vacances cet été, allez plutôt à la grande motte, hein. The Lighthouse n'a beau être que le second long métrage de Robert Eggers, ce dernier se positionne déjà comme un futur maître du cinéma d'horreur. The Witch, que Istran m'avait conseillé de regarder sur Netflix, s'est immédiatement hissé au sommet de mes films d'horreur préférés. D'ailleurs, je vous conseille bien plus The Witch que The Lighthouse, c'est une masterclass qui arrive à susciter la peur par petites touches éparses. Le duo Pattinson-Defoe fonctionne extrêmement bien, l'esthétique est culottée grâce à un format 19/16e, je savais même pas que ça existait. La langue utilisée par les personnages, qui ressemble un peu à de l'anglais. Should pale death with treble dread make the Ocean caves our bed. God who hears the surges roll, deign to save the suppliant soul. Mais ce qui donne à cette œuvre un cachet singulier, c'est bien son utilisation du noir et blanc, contribuant au caractère anxiogène de son ambiance. Il s'agit pas d'un film d'horreur à proprement parler, même si on est face à une inspiration Lovecraftienne. C'est plutôt une comédie noire. Le jeune Ephraim se retrouve coincé pendant plusieurs semaines aux côtés de Thomas Wake, un gardien de phare. Rongés par la solitude, menacés par la famine, les deux hommes mènent une vie épuisante et n'ont en guise d'exutoire guère que l'agnole.
Un cocktail idéal pour provoquer des hallucinations marines et des crises de colère répétées. En parlant de péter d'ailleurs, le personnage de Willem Dafoe va lâcher des caisses pendant tout le film sans aucun complexe. Bon, on est d'accord, le caca, les proutes, tout ça c'est très drôle. What's not funny about that? Mais Robert, moi j'essaie de prendre ton film au sérieux, donne-moi de la matière. Et pas fécale si possible. C'est à la limite du remake de La Soupe aux choux. Il évacue ses gaz pour affirmer sa supériorité virile sur Ephraim qui est juste à bout d'avoir à renifler ses entrailles. The Lighthouse aborde la question de la masculinité à travers un angle original. Comment s'exprime ou se réfrène-t-elle quand on enferme deux hommes à l'intérieur de ce qui est symboliquement un gigantesque phallus lumineux? C'est une œuvre intrigante, dérangeante, mais surtout unique en son genre. Bong Joon-ho a dit lors d'une interview que son film avait rencontré un succès international car au final nous vivons tous dans un seul et même pays, le capitalisme. Dans Parasite, la famille Kim fait elle partie des laissés pour compte. Il reste ainsi coincé physiquement et métaphoriquement au sous-sol. Jusqu'au jour où une opportunité en or se présente pour le fils, donner des cours particuliers d'anglais à une bourgeoise dans les beaux quartiers de la ville. S'il est impossible d'occulter le sujet principal du film, l'ascenseur social, j'en retiens plutôt une mise en garde face à la pente glissante du mensonge. Dans la série HBO Tchernobyl, qui accueillera d'ailleurs bientôt une mini-série sur Parasite, on peut entendre cette citation que je trouve éminemment vraie. Chaque mensonge que nous disons contracte une dette envers la vérité. Un jour ou l'autre, cette dette doit être réglée. En se faisant passer pour un étudiant, Ki-woo déclenche une séquence d'événements graduellement plus néfastes pour lui et sa famille, qui nous pousse à s'interroger sur la mobilité sociale et nos préconceptions vis-à-vis des différentes strates de la société. Quand je suis allé voir Incognito Toy Story 3 au cinéma, j'étais au lycée, donc supposément beaucoup trop vieux pour regarder un dessin animé avec des jouets qui parlent. L'été dernier, non seulement la salle était remplie d'adultes, mais surtout aucun d'entre eux ne boudait son plaisir. C'est toute la magie des films Pixar. Les enfants passent un bon moment dans un univers haut en couleurs et les moins jeunes s'amuseront du second degré ou des innombrables références à la pop culture. Toy Story 4 est le film de la maturité. La séparation avec Andy avait déjà été une rupture symbolique forte dans le 3, mais c'est bien dans cet opus que Woody devient adulte, en même temps que le spectateur qui a grandi avec lui. Buzz est étonnamment très peu présent au point d'avoir moins de temps à l'écran que d'autres personnages secondaires comme Forky, le nouveau jouet de Bonnie qui va perdre sa propriétaire en voulant retourner d'où il vient. Le cow-boy sert donc de point d'ancrage au film, déchiré entre sa personnalité propre et son rôle de jouet obsolète et délaissé. Grâce aux retrouvailles avec une ancienne amie, Woody suit une quête d'émancipation et d'indépendance, avec une narration posée sur les rails d'un grand classique américain, le road trip. Duke Kaboom, le jouet québécois interprété par Keanu Reeves en VO, reste un gros point fort du film. Ça c'est pour toi, mon gingembre. Et j'ai trouvé la fin assez couillue pour un Disney Pixar. Le chanteur Karl Rammstein a dit un jour « Nous vivons tous en Amérique ». Et franchement, qui pourrait lui donner tort? Partout où vous allez, les États-Unis vous suivent comme une ombre. Ouvrez votre frigo, mettez vos AirPods, branchez votre télé, personne n'échappe à l'oncle Sam, dans des proportions où l'on peut sans trop se mouiller parler d'acculturation. Le grand responsable de cette mutation reste sans nul doute l'usine à rêve des États-Unis, Hollywood. Tous les artistes qui chérissent l'idée du rêve américain veulent leur étoile sur le Walk of Fame. Réalité et fiction sont bourrés d'exemples de success stories qui se déroulent à LA. Christian Odigier, Tupac et même aujourd'hui les frères Paul. God of War, ce jeu qui se passe dans les froides provinces de Midgard, développé ici, à 5 minutes des plages sableuses de Santa Monica. Los Angeles est un puits intarissable d'inspiration. Un endroit où les rêves naissent, fleurissent et meurent. Once Upon a Time in Hollywood raconte cette histoire, celle de l'immensité d'une ville où tout va beaucoup trop vite, et dans laquelle maintenir sa pertinence est un combat de tous les instants. Un peu comme si YouTube avait un code postal. The Artist et La La Land avaient déjà adopté ce prisme, mais en presque 3 heures, il se passe finalement peu de choses dans le film, mais peu importe. Tarantino a brillamment capturé l'instantané d'une époque transitoire sans pitié pour les acteurs qui peinent à se renouveler. Brad Pitt conduit DiCaprio en voiture et ce dernier réalise son introspection pour rester dans l'air du temps. À ma grande surprise, loin de la surenchère et de la démesure habituelle, ça suffit à faire un excellent film qui se termine comme un vrai Tarantino. J'ai déjà fait une vidéo sur Us il y a quelques mois, mais n'allez pas la voir, elle est démonétisée. Après un Get Out que j'ai trouvé sympathique, Jordan Peele repasse derrière la caméra pour Us et accouche sans conteste du meilleur film d'horreur de l'année. Le plus beau compliment que je puisse faire à Us, c'est qu'il est subtil. La réponse est juste là, sous vos yeux pendant toute la séance, mais c'est seulement lors de son final glaçant que le message prend vie. La bande-son est un prodige de hip-hop orchestral, tous les plans sont esthétiquement léchés, il y a quelques moments humoristiques qui ne gâchent pas l'ambiance viscérale installée. Peele a parfaitement saisi les codes du genre, les a fait siens et réussi à intégrer de manière raffinée des sujets et une morale qui lui tenaient à cœur. C'est un film sincère, effrayant et indispensable.
La légende raconte que des 9 films Star Wars, le pire de tous est celui réalisé par Rian Johnson, Les Derniers Jedi. N'ayant pas vu la récente trilogie, je serais bien en peine de le confirmer, mais si Johnson y a fourré ne serait-ce qu'1% du message politique du film dont je vais parler, je comprends que certains en aient pu faire une indigestion. L'élection de Donald Trump, la crise à la frontière, les avantages indus des Blancs aux États-Unis, l'explosion de la navette Challenger en 1986... Ça va aller Ryan, tout n'est pas de ta faute, tu sais. Et en soi c'est pas un souci, ça ne vous gâchera probablement pas le film qui est exceptionnel sur toute la ligne, mais son arrière-pensée est communiquée de façon assez pernicieuse, et si vous êtes un peu sensible à la politique US, c'est très dur de ne pas relier les points. À couteau tiré, ou Knives Out en VO, est une pépite dans la plus pure tradition du whodunit, donnant un coup de peinture fraîche au canon historique de Sherlock Holmes et Agatha Christie. Tout est simplement jouissif, l'histoire, le casting, les personnages, l'humour, la progression de l'enquête, Daniel Craig et son accent redneck. A donut hole in a donut hole. Le seul reproche que j'ai à faire à Knives Out réside dans son rythme. Les déductions vont parfois trop vite, mais hormis ça, je ne saurais que trop vous conseiller d'aller le voir. Regardez cette famille de parvenus, d'opportunistes et de menteurs se battre pour un héritage qu'aucun d'entre eux ne mérite est juste hilarant. Un deuxième volet est en cours de discussion et À couteau tiré aurait pu être mon film de l'année s'il n'y avait pas eu. Playmobil le film est une lettre d'amour à l'animation avec un A majuscule. Les personnages sont bien dessinés, il y a de la musique, des effets sonores et même des images. Joker, tout comme Knives Out, est porteur d'un message politique très clivant qui ne résonnera pas forcément en chacun de nous. Il y a ici une idéologie qui imprègne l'œuvre tout entière, diamétralement opposée à une version plus crédule et humaniste de la société. Similairement à Orange Mécanique, c'est un film qui présente un univers sombre et sale, dans lequel autrui nous veut du mal gratuitement, juste pour le plaisir sadique d'infliger de la douleur et propager le chaos. Arthur Fleck évolue dans un Gotham qu'on connaît tous mais qui n'est pas cette fois traité du point de vue de Batman qui côtoie des sociétés secrètes ou la pègre. Non, Joker raconte juste l'histoire d'un pauvre Gothamite atteint d'une maladie mentale et abandonné par les pouvoirs publics. Avec les nombreux débats pour déterminer s'il fallait ou non avoir de l'empathie pour le personnage principal après toutes ses exactions, il y a selon moi un paramètre qui change toute la donne, sa psychose. Finalement, à quel moment le monde d'Arthur s'effondre-t-il? Quand les services sociaux ne peuvent plus prendre en charge son traitement médicamenteux et sa thérapie. Poser ici la question du libre arbitre est presque hors sujet, c'est comme si on disait à un tétraplégique « Allez, fais un effort quoi, lève-toi et marche !» Arthur veut se soigner, il adore les enfants et considère que son ultime but dans la vie est de faire rire les autres pour leur donner le sourire. Dans The Killing Joke d'Alan Moore, le Joker dit à un moment « All it takes is one bad day to reduce the sanest man alive to lunacy », et le film de Todd Phillips raconte l'histoire de cette journée. Après son passé d'enfant battu, les mensonges entourant sa filiation, la perte de son emploi de clown, une déception amoureuse, les moqueries répétées des gens et de son idole Murray à son égard, Arthur perd pied. Il commet l'irréparable et devient malgré lui le symbole d'une révolte populaire au nom des démunis. Dans la course au municipal, Thomas Wayne témoigne tout son mépris aux électeurs en les traitant de clowns jaloux du succès des autres. Des policiers commettent une bavure et tirent sur une personne innocente. Difficile de manquer un certain parallèle avec la réalité que l'on ne connaît que trop bien. La mort de Murray, et surtout celle des Wayne, se veut cathartique, car elle représente tout ce qu'il y a de plus détestable et odieux dans la caste des élites, mais j'ai trouvé ce moment cru et voyeur. C'est un passage qui aurait dû selon moi être suggéré, car tout le monde connaît ce moment fondateur dans la mythologie Batman. J'ignore si Joker est un film dangereux qui cherche à légitimer la violence politique du petit peuple ou des incels, mais ce que je sais c'est que c'est une œuvre capitale et prophétique, car parfaitement inscrite dans notre zeitgeist. S'il fallait résumer Joker en une phrase, je citerai l'écrivain américain James Baldwin qui a dit « La plus dangereuse création de toute société est un homme qui n'a plus rien à perdre ». What do you get I don't think so. when you cross I think a we're mentally done with ill your loner jokes. with That's a it. society that abandons him and treats him like trash? Call the police, I'll Gene. tell you what you Call get. the police. You get what you fucking deserve.